apporté un message de soutien et d'encouragement des autorités de la transition aux jeunes et aux populations déplacées de la région de Bandiagara. Oumar Maïga pour les détails. C'est par la visite des chantiers de la Maison des aînés et du siège du Conseil régional que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui de la santé et du développement social ont entamé les activités dans la région de Bandiagara. À la Maison des jeunes, ils étaient plus d'une centaine de jeunes et des déplacés internes des communes de Barassara et de Pignari à prendre part au cadre d'échanges sur les incidents malheureux et la nouvelle vision du département en charge de la jeunesse. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Témoigner de toute la sympathie du président de la transition et du Premier ministre par rapport à cette situation. Ce qui affecte aujourd'hui Bandiagara affecte également nos autres autorités. Le président, il le ressent, le Premier ministre également. Les personnes déplacées internes des zones en proie à l'insécurité occupent une place de choix dans l'activité gouvernementale. Il y a également certains acteurs des localités qui se sont mis ensemble, des jeunes qui ont décidé à ce qu'on fasse un geste pour Bandiagara. Nous savons que tous ces dons-là ne règlent pas le problème. Mais une chose est importante et certaine, c'est que Bandiagara et toute la population, toute la communauté ici doit comprendre que le président, vraiment, il a le souci à ce que ce soit bien fait, à ce que les choses retournent à la normale. Et le travail est en train d'être fait dans ce sens-là. La jeunesse est le socle du développement. Pour ce faire, 3 axes prioritaires seront au cœur des activités du département. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté, face au Bara, Nedjoro. Le second, c'est le village des opportunités. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile pour un État de recruter tous les jeunes, mais on doit pouvoir mettre des cadres qui vont permettre à ces jeunes-là de s'épanouir économiquement. L'axe 3 qui est le sport citoyen. Le sport, c'est la santé. Mais en même temps, le sport, c'est aussi la cohésion. Le sport, c'est aussi un appui par rapport à la réduction de la délinquance juvénile. Nous sommes dans cette dynamique-là et je vois que les jeunes sont déjà prêts. La minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires, la visite aux notabilités ont été quelques actes forts de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports dans la région de Bandiagara. Mopti de Oumar Maïga, Jakalia Traoré pour l'ORTM. On en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Nous recevons en direct dans ce studio M. Salif Bagayogo. Il est conseiller technique au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. M. Bagayogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous évoquons avec vous la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. C'était au cours d'une cérémonie vendredi présidée par le président de la transition. Alors, d'abord, rappelez-nous ce qui a motivé la signature d'un tel pacte. Merci beaucoup. Il faut dire tout de suite, en fait, le besoin d'arriver à un pacte, c'est surtout pour répondre à un besoin de pacification durable du climat social en vue de booster l'économie nationale. Et c'est pour ça que ce pacte a pour objectif principal de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé. Et ceci fait suite aussi à certaines analyses de l'environnement socio-économique de notre pays, alors qui est émaillé par beaucoup de mouvements de grève dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé, etc. Des grèves même souvent illimitées. Nous avons également enregistré des cas de licenciement pour motifs économiques, donc beaucoup d'entreprises en difficulté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de préavis qui ont été sanctionnés par des procès verbaux dont la mise en œuvre aussi nécessite un certain climat apaisé pour donner le temps au gouvernement quand même d'exécuter ses engagements, mais en temps de paix. Donc la spirale de préavis ou de PV devrait s'arrêter un peu pour quand même donner du répit aux différents acteurs. Parce que la mise en œuvre des PV, ce n'est pas seulement l'engagement du gouvernement, mais aussi de toutes les parties, y compris les organisations syndicales de travailleurs. Alors, que dit essentiellement ce pacte? Quel est le contenu réel de ce document? Alors, le pacte est un document qui est d'abord bâti autour de 60 engagements. Engagements surtout issus des recommandations de la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022.
Et justement, ces recommandations-là émanent aussi des attentes de toutes les parties. Et les 60 engagements ont été déclinés dans le plan d'action en plus de 130 activités. Et puisque le pacte il est bâti pour une durée de 5 ans. Et pendant ces 5 années, justement, ces activités ont été planifiées et ensemble, nous allons continuer à pacifier le climat en faisant face d'abord à des problèmes cruciaux comme la prévention des conflits, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de préavis parce que le mécanisme de prévention des conflits a besoin d'être amélioré. Et c'est pour ça que vous avez vu très récemment que le gouvernement a mis en place un Conseil national du dialogue social, qui est un organe extrêmement important et qui viendra s'ajouter à d'autres dispositifs pour pouvoir renforcer la prévention des conflits, puisque nous pensons que nous pouvons régler nos problèmes en temps de paix. Très bien. Et est-ce que, en termes clairs, ce pacte est synonyme de fin de grève au Mali? C'est l'engagement de toutes les parties que déjà sur les 5 années, à partir de la mise en œuvre de nos attentes, de nos engagements, toutes les parties seront satisfaites. Et dans cette satisfaction, bien entendu, nous ne pouvons pas arriver à un niveau où il y aura une rupture du dialogue qui pourrait déboucher sur le dépôt d'un préavis de grève. D'accord. Et quel est le mécanisme mis en place pour mettre en œuvre ces engagements pris? Alors, d'abord, il y a 2 organes très importants qui sont prévus pour la mise en œuvre, notamment un comité d'orientation stratégique qui va être présidé de façon tournante par le ministre en charge du dialogue social et le patronat et les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales signataires du pacte. Et par rapport à la mise en œuvre toujours, il est prévu un mécanisme de suivi et évaluation. Et le comité d'orientation stratégique qui va jouer le rôle de comité de pilotage va par exemple se réunir 2 fois par an, donc de façon semestrielle. Et le comité technique va se réunir 1 fois par trimestre. Et là, il est prévu la production de rapports trimestriels, semestriels. Et maintenant, à la fin de la durée du pacte, donc en 2027, il est prévu l'évaluation du pacte pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les correctifs qu'on pourrait y apporter. Parce que le ministre l'a dit dans son discours, le pacte est un document dynamique. Et donc nous voulons continuer dorénavant avec cette dynamique-là qui est de se mettre ensemble pour régler nos problèmes communs, mais de façon consensuelle. Un message particulier à passer avant de vous laisser partir? Le message particulier, c'est d'abord remercier l'ensemble de nos partenaires sociaux. Je vais parler du patronat, je vais parler des centrales syndicales, je vais parler des syndicats non affiliés. Et ces syndicats non affiliés, ils sont plus d'une vingtaine aujourd'hui. Mais tous, de façon unanime, ont décidé qu'ensemble avec le gouvernement, il va falloir faire cette union sacrée pour arriver à ces pactes-là. Et je pense que c'est vraiment une volonté exprimée et qui nous a permis d'arriver à ce jour. Et nous sommes très heureux, en tant qu'acteurs du dialogue social, nous sommes très heureux que tous les partenaires fédèrent vers ce même objectif de pacification du climat social. Monsieur Salif Bakayogo, je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Encore une fois, merci d'être là pour répondre à nos différentes questions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Actualité hors de nos frontières à présent. Les Gabonais ont voté hier pour élire un nouveau président de la République juste après la fermeture des bureaux de vote. Le gouvernement a instauré un couvre-feu et coupé Internet. Ousmane Daou, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quelles sont les raisons de ces 2 mesures? Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, la nécessité de parer aux appels à la violence et aux fausses informations sur les réseaux sociaux et de prévenir tout débordement et assurer la sécurité des populations. Ce sont là les raisons de ces mesures annoncées 2 heures, vous l'avez dit, après la fermeture des bureaux de vote par le ministre de la Communication, Rodrigue Mbouamba Bissaou, qui a lu la déclaration sur la télévision nationale du Gabon que le gouvernement instaurait un couvre-feu nocturne de 19h à 6h du matin à compter de ce dimanche.
dimanche et avec l'obligation de demander une autorisation 3 jours avant d'organiser toute réunion ou manifestation. Il a également annoncé la suspension immédiate d'Internet jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire gabonais. Autre mesure phare, l'interdiction de diffusion temporaire pour 3 chaînes françaises. C'est une décision de la haute autorité de la communication gabonaise qui a annoncé cette décision, à savoir interdire provisoirement la diffusion au Gabon des médias français, France 24, RFI et TV5 Monde. La HAC gabonaise leur reproche un manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information en lien avec les élections générales en cours. Même si elle est provisoire, le Gabon est sur la trace du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont suspendu la diffusion de RFI et France 24 pour les mêmes raisons évoquées par le Gabon. Pour ces élections, Ousmane, le président sortant, rappelons-le, Ali Bongo est candidat à sa propre succession. À 64 ans, il brigue un 3e mandat face à 14 autres candidats, mais son principal opposant est Albert Ondo Ossa, derrière lequel s'est rangée la plus grande partie de l'opposition. À 69 ans, ce professeur d'économie de l'université de Libreville a promis de battre le président sortant dans les urnes. Peu connu du grand public, il a été choisi par les principaux partis de l'opposition rassemblés dans la plateforme Alliance 2023 qui a été créée 8 jours seulement avant ces élections. De son côté, Ali Bongo, comme à son habitude, a battu une campagne dans tout le pays et a rassemblé des milliers, voire des dizaines de ses partisans pour un 3e mandat. Merci beaucoup. Ousmane Daou pour toutes ces explications. Autre candidature déclarée, cette fois-ci en République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession également pour l'élection présidentielle de 2023. La confirmation de cette candidature a été faite par le secrétaire général de son parti, Union pour la démocratie et le progrès social, lors d'un congrès extraordinaire tenu hier à Kinshasa. Les explications, c'est avec vous, Lassina Keita. Un congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour confirmer la candidature du président Félix Tshisekedi pour un second mandat à la tête du Congo. Félix Tshisekedi avait affiché clairement son intention de briguer un second mandat. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, confirme la décision du parti en ces termes. Nous sommes venus entériner les résolutions de la ville de Kisantu qui avait désigné Félix Tshisekedi comme candidat à la présidence de la République. C'est pourquoi il n'y a pas d'urne ici pour un vote ou une compétition interne. Ibrahima Traoré, un fait marquant de ce congrès, le mandat de Félix Tshisekedi en tant que président de l'UDPS est renouvelé pour 5 ans. L'article 2 précise qu'en tant que président de l'UDPS, il est désormais reconnu comme haute autorité morale, a précisé Clément Barouti, rapporteur de la commission chargée d'organiser le congrès. Une disposition qui renforce sa position au sein du parti. Pour cette élection, Tshisekedi peut compter sur le soutien de plusieurs dirigeants politiques, dont le président des 2 parlements, le premier ministre actuel ou encore Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle, et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale. À quelques mois des élections générales, le parti est déjà en ordre de bataille. Objectif, faire élire Félix Tshisekedi. Probablement, il sera face à Moïse Katumbi et Martin Fayoulou, ses 2 opposants. Merci beaucoup, Lassine Keita. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa est réélu avec 52% des suffrages contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival à la tête de la coalition des citoyens pour le changement. Le scrutin présidentiel dont la régularité a été dénoncée par plusieurs acteurs aurait été marqué par des dysfonctionnements. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. D'abord, l'opposition ne reconnaît pas ces résultats proclamés par la commission électorale. Pourquoi ? La coalition des citoyens pour le changement a immédiatement rejeté la victoire du président sortant par la voix de son porte-parole. Le parti du candidat d'opposition Nelson Chamisa affirme ne pas avoir signé les résultats car ils sont faussés. Nous ne pouvons pas les accepter. Les résultats sont tombés plus tôt que prévu après un scrutin difficile. Initialement prévu mercredi dernier, il avait dû être prolongé d'une journée à cause des dysfonctionnements logistiques. L'opposition pointe des fraudes, de l'intimidation et des entraves. L'ONG Human Rights Watch, elle dénonce un processus électoral gravement défectueux. Même tonalité du côté de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, qui a jugé certains aspects du scrutin non conformes aux principes de l'organisation régionale. Alors, est-ce qu'on peut
parler de remake de la présidentielle de 2018 dans le pays de Mugabe. Tout à fait, Ibrahima Traoré. Lors des dernières élections générales de 2018, le président Emerson Mnangagwa faisait déjà face à l'avocat Nelson Chamisa. Le chef de l'État du Zimbabwe a été élu de justesse, une victoire déjà constatée à l'époque. Merci beaucoup, Nouhou Sissoko, pour ces précisions. Madagascar, l'ancien président Aïe Rajana Mampian, candidat à la présidentielle, candidat malheureux à la dernière élection de 2018 alors qu'il était président sortant. Le fondateur du parti HVM a été choisi hier samedi à l'issue du congrès national du parti pour le représenter lors de l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. Il est le deuxième ancien chef de l'État à se lancer dans la course à la présidentielle après Marc Ravalomanana. Le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé ce dimanche que l'Union africaine devienne membre du G20, le club des pays les plus riches du monde qui doit se réunir en Inde en septembre. Nous avons invité l'Union africaine avec l'idée de lui accorder un statut de membre permanent du G20, a déclaré M. Modi lors d'un forum d'affaires qui se tenait en prélude au sommet du G20 de 9 et 10 septembre prochain. En Israël, le mouvement contre la refonte judiciaire ne faiblit pas comme tous les samedis soirs et pour la 34e semaine consécutive, les opposants au projet se sont rassemblés dans les grandes villes, mais aussi sur des ponts et à des carrefours la nuit dernière. L'une d'elles s'est même tenue face à la résidence du président israélien à Jérusalem. La protestation s'étend également à d'autres sujets, notamment l'occupation des territoires palestiniens. Des centaines de personnes ont fui des inondations provoquées par le passage du super typhon Saola. C'est dans le nord-est des Philippines. C'est du moins ce qu'ont rapporté les services de secours ce dimanche qui n'ont pas signalé de victimes dans l'immédiat. La Corée du Nord autorise ses ressortissants à l'étranger à rentrer dans le pays qui assouplit encore davantage le strict confinement imposé depuis 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus. C'est une annonce faite ce dimanche par les médias d'État. C'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale, le journal des sports dans quelques instants. Les sports, football, d'abord, c'est avec vous, Famourou Diourté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, compétition interclub de la CAF en Ligue des champions, Coton Sport du Cameroun et l'AS Real de Bamako se donnent rendez-vous ce dimanche 27 août 2023. Oui, après un résultat nul et vierge au match aller, les deux équipes sont dans l'obligation de s'imposer dans le temps réglementaire où la séance des tirs au but les départagera. C'est le match au sommet de ce premier tour qualificatif. Pour ce match retour, les Camerounais du Coton Sport semblent avoir un léger avantage avec le soutien du public ajouté à leur forme actuelle, 5 victoires et 2 nuls lors de leurs 7 derniers matchs. Mais le Real de Bamako garde ses chances de qualification. En cas d'un but inscrit, les Scorpions obligeraient les cotonniers à gagner pour se qualifier. Ce match promet donc de belles choses. Coup d'envoi 14h GMT au stade Omnisport Houndé Adia de Garoua au Cameroun. Le stade malien est qualifié pour le second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Oui, les Blancs de Bamako ont acquis leur qualification suite à leur victoire 4-1 face à Ouattanga FC au match retour ce samedi. À l'issue de la double confrontation, le score est de 7-2. Le stade malien de Bamako valide ainsi son billet pour le second tour des préliminaires de la Coupe CAF. Le capitaine Franck Tessier et l'entraîneur Ségou Seck ont réagi au micro de Salif Diakité après la rencontre. Écoutons. Ce match s'est déroulé en tout cas dans les bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, nous sommes qualifiés et il y a encore un deuxième tour qui nous attend. Il faut rester humble, concentré, travailler surtout et pour pouvoir aller de l'avant. On va tirer la leçon de tout ce qu'on a pu voir sur ces deux rencontres, de tout ce qui n'a pas marché, essayer de se corriger rapidement avant le prochain match. Je sais que ça ne va pas être facile. Au vu de tout ce qu'on a fait dans ces matchs aller-retour, l'adversaire prochain va se préparer et ils ne vont pas accepter la même chose. Mais nous aussi, je pense qu'on a des armes vraiment costauds, capables de relever n'importe quel défi. Donc on va travailler dans ce sens, on va essayer de les booster un peu, qu'ils ne fassent plus la deuxième mi-temps d'aujourd'hui. C'était là Franck Tessier et Ségou Seck, respectivement capitaine et entraîneur du stade malien de Bamako. Je propose qu'on écoute à présent le président de la section football du stade malien de Bamako, Agui Bouba, est au micro de Salif Diakité.
Les enfants ont bien joué, donc maintenant on se concentre pour la prochaine étape qui se jouera dans 2 ou 3 semaines ici. Dès à présent, on va commencer à travailler comme il le faut parce que ça c'est une autre étape. Donc ça change de contenu, ça change de capacité. Voilà, le Stade malien s'est fait remarquer par sa capacité à marquer assez de buts. Sur l'ensemble des 2 rencontres, les Blancs de Bamako ont inscrit 7 buts. Jusque-là, aucune équipe n'a fait mieux. De quoi envoyer un avertissement aux Aigles Noirs du Burundi, prochain adversaire du Stade malien de Bamako. Coupe d'Afrique des Sourmiers, la finale oppose ce dimanche le Mali et la Sierra Leone à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Coupe d'Afrique de la zone CEDEAO. La finale de la 11e édition mettra aux prises ce dimanche 27 août 2023 à 16h. Le Mali et la Sierra Leone, ce sera la 3e finale consécutive pour le Mali qui est double tenant du titre. Les Aigles du Mali ont battu les étalons sourmiers du Burkina Faso par 6-0 en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, la Sierra Leone s'est imposée 2-1 devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire. 12 pays ont participé à cette édition qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis le 14 août dernier. Le dénouement, c'est cet après-midi. La 3e journée des matchs de groupe de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta prend fin ce lundi. Oui, ce matin, Kidal a disposé de Sikasso par 2-1. Dans l'après-midi, l'équipe du CNT sera face à celle de Koulikoro. Vous l'avez dit, les matchs de groupe de la 3e journée ont débuté ce samedi. L'équipe de Gao a dominé celle de la présidence par 2-0. C'est par ce même score de 2-0 que Mopti est venu à bout de Tombouctou. La 3e journée prend fin ce lundi 28 août avec les matchs Ségou Kaï et Gouvernement Bamako. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité des sports avec du basketball. La dernière journée du carré d'as du championnat national de première division se joue ce dimanche. Oui, les affiches sont Atar Club Stade Malien et AS Real Isfas pour les messieurs. Chez les dames, les oppositions sont Calaban Sport Club Stade Malien et Djoliba C AS Police. Pour le moment, seul le Stade Malien de Bamako est assuré de jouer la phase play-off en dames et messieurs. À l'issue de la phase Caredas, les 2 premiers clubs de chaque catégorie se retrouveront pour la phase play-off qui se disputera en 5 matchs possibles. Dans cette phase, le premier club qui atteindra 3 victoires sera champion du Mali 2023. C'était le journal des sports, une signature de Famourou Djourté. Merci. Focus Santé. Des douleurs violentes, des rougeurs et un gonflement des articulations, souvent du gros orteil. Voilà les possibles symptômes de la goutte, une maladie chronique qui s'attaque aux articulations. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Quelles sont les conduites à tenir? On en parle dans Focus Santé, signé Barakisa Ouattara. Si pour beaucoup la goutte est une maladie qui touche essentiellement les personnes âgées, elle peut aussi toucher les jeunes et les personnes en surpoids. L'excès d'acide urique à l'origine de la goutte peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles une alimentation déséquilibrée, une consommation trop importante d'alcool et certains médicaments. Professeur Idrissa Amadou Sissi, chef du service de rhumatologie au CHU du Point G. La tuberculose est très fréquente chez nous. Un médicament qui est utilisé dans la tuberculose peut augmenter l'acide urique et provoquer des gouttes. Généralement, quand on arrête le médicament, la maladie guérit spontanément. Toutes les maladies où il y a beaucoup de cellules produites, donc en l'occurrence les cancers, sont susceptibles de provoquer ou de s'accompagner de gouttes. Et les traitements anticancéreux qui détruisent les cellules produisent aussi la goutte. Et quelque chose de très particulier, on va dire en rapport avec notre spiritualité généralement, c'est le jeûne, observé dans la religion musulmane aussi bien que catholique. Et ce jeûne, le fait de rester de façon prolongée sans manger, on utilise ses propres cellules, donc on les tue pour se nourrir et la destruction de ces cellules provoque réellement l'augmentation de l'acide urique qu'on appelle la goutte. Parmi les aliments déclencheurs de la goutte, l'on note. Et dans l'alimentation, c'est essentiellement les aliments qui sont riches en protéines, donc particulièrement la viande rouge. Dans toutes les viandes, il y en a, les protéines, mais il y en a qui en contiennent beaucoup plus que d'autres. La viande rouge, donc le bœuf, le mouton, quelquefois les gens disent la viande de mouton, etc. Non, c'est toutes les viandes rouges. Les abats et les viscères, c'est un peu moins rouge, ça en contient moins. La volaille, le poisson en contient moins, c'est pourquoi c'est des viandes blanches, on les conseille. Le lait, c'est quasiment de la viande, c'est des protéines, ça en contient. Les œufs, c'est pareil. Et quelque chose d'autre qui n'est pas très fréquent dans notre alimentation, mais avec l'industrialisation et les progrès, le chocolat qui est beaucoup utilisé. La goutte est très fréquente au Mali. Selon les spécialistes, elle toucherait plus les hommes que les femmes. Professeur Sidi Touré, rhumatologue au CHU du Point G. Et la crise de goutte se manifeste très souvent par des vives douleurs au niveau des articulations.
très souvent l'articulation, le gros doigt du pied qui s'enfle, qui perturbe le sommeil. Le matin, on a du mal à sortir du lit. Quelquefois, on a des difficultés pour marcher. Et c'est une maladie qui touche beaucoup plus les hommes mûrs que la femme, parce que la femme est protégée jusqu'à la ménopause par une hormone qu'on appelle l'estrogène, et beaucoup moins les enfants, parce que chez les enfants, c'est beaucoup plus les cas héréditaires. La goutte n'est pas mortelle. En revanche, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. La goutte peut aussi provoquer une insuffisance rénale et vice-versa. La priorité principale consiste à soulager la douleur et à interrompre la crise aiguë. Dr Sidi Touré, rhumatologue au CHU du Point J. Par rapport au traitement, c'est deux volets. Prendre en charge la douleur et donner un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est les médicaments qui vont empêcher, qui vont garder, on va dire, le taux d'acide urique à un taux normal. La goutte peut aussi être héréditaire. Grâce à un diagnostic et un traitement précoce, il est possible d'éliminer la goutte, de prévenir les dommages articulaires et de mener une vie normale, mais à condition de respecter les consignes sanitaires à la matière. Focus Santé. C'était une signature de Barakissa Ouattara. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Ousmane Daou. Merci à Lassine Keita à la réalisation. La mise en onde est assurée par Absé Traoré. À la mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Retrouvez Ousmane Daou dans un instant dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.